Auditoire de Calvin. Lors de cette visite guidée à travers Genève, nous allons nous arrêter à des endroits qui témoignent de l'influence énorme qu'a eue la petite cité de Genève dans le monde, non seulement d'un point de vue religieux, mais également dans le développement des droits de l'homme et dans le travail des Nations Unies. Cela est dû au fait que durant la Réforme, au XVIe siècle, la ville est devenue le centre d'un réveil religieux. Dans cette visite, nous allons porter une attention toute particulière à la signification sociale de ce réveil. Votre participation à ce tour soutient le travail de plaidoyer en faveur des droits de l'homme que fait l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU. Vous vous trouvez devant l'auditoire de Calvin. C'est ici qu'au XVIe siècle, les leaders de la Réforme se sont rassemblés. Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze, John Knox, ainsi que des réfugiés de toute l'Europe. Ces réformateurs aspiraient à une lecture de la Bible et une manière de vivre l'Église plus centrée sur les individus, sur les personnes. Mais la Réforme a concerné bien plus que des questions théologiques ou de foi. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, nous pouvons constater une claire influence de ces rencontres sur la société d'alors. Les enseignements donnés ici ont eu des répercussions dans les changements et dans la modernisation de la société pour les siècles qui ont suivi. Les réformateurs genevois se sont opposés à l'abus de pouvoir. Pour ce qui concerne le domaine des questions sociales, c'est le sujet qui fut le plus débattu en cet endroit. Pourtant, les réformateurs ne désiraient pas déclencher une révolution. Ils respectent les autorités établies. D'après eux, le peuple doit obéir aux autorités. De son côté, le gouvernement ne doit pas faire la loi en sa propre faveur. Ces réformateurs, que l'on appela par la suite les calvinistes, se sont donc opposés à la tyrannie et à la dictature. Rétrospectivement, cette idée a marqué une étape importante dans le développement vers une nouvelle société, comme nous le verrons lorsque nous visiterons le mur des réformateurs. La maison où Henri Dunant a rédigé Souvenirs de Solferino. D'ici, nous sommes face à la maison dans laquelle Henri Dunant a vécu. C'est là que 3 siècles après la mort de Calvin est née la Croix-Rouge, la première organisation humanitaire internationale. C'était une organisation privée créée pour s'occuper des victimes de la guerre. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, s'est dès son plus jeune âge intéressé aux questions de foi. À 14 ans, il était déjà responsable d'un groupe de prière. Il aurait aussi voulu devenir aumônier de prison, mais les choses ont évolué autrement. En juin 1859, il s'est retrouvé confronté à l'horreur des conséquences de la bataille de Solferino. Ce qu'il y voit est en contradiction complète avec ses idées au sujet de l'être humain. Sous ses yeux, la guerre transforme les hommes en barbares. Dunant est choqué de voir les principes élémentaires du respect d'autrui complètement bafoués. Il agit immédiatement, alors qu'il est encore sur le champ de bataille, et appelle les membres de son église à venir en aide aux blessés. À son retour, il se retire dans cette maison que lui et ses frères et sœurs avaient hérité d'une tante. C'est ici qu'il rédige l'ouvrage Souvenirs de Solferino, un appel à l'action en 3 points. Il commence par témoigner de ce qu'il a vu sur le champ de bataille de Solferino, avant d'analyser ces choses. Pour terminer, il propose un plan d'action concret. Ce livre a mené à la création de la Croix-Rouge, ainsi qu'à la Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, établissant des règles humanitaires applicables pendant les guerres. Cette Convention de Genève est encore aujourd'hui une référence et un point d'appui important pour les droits de l'homme. Lieu de naissance de Rousseau. Vous vous trouvez à présent en face de la maison où le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau est né en 1712, près de 2 siècles après Calvin. Rousseau est connu comme étant l'un des auteurs ayant inspiré la Révolution française. Cette révolution est souvent considérée comme un mouvement important de libération des individus. On oublie en revanche parfois que c'est la vision de la société qui a vu le jour à Genève, qui a posé les fondations idéologiques de cette révolution, par l'intermédiaire en particulier de Rousseau. Même après avoir été banni de la cité, Rousseau continua de se désigner comme un citoyen de Genève. Il loue explicitement Calvin et ses idées dans son écrit du contrat social. Ce que Rousseau a particulièrement relevé chez Calvin, c'est l'idée de « sages édits ». Les règles et les lois devraient être raisonnables et ne pas être appliquées de manière arbitraire. Rousseau ajoute que c'est une erreur que de voir Calvin uniquement comme un théologien. De plus, il poursuit le travail des calvinistes contre la tyrannie et les lois injustes.
Bien qu'ayant abandonné la foi chrétienne dont il était issu, Rousseau avait les livres des penseurs calvinistes dans sa bibliothèque. Comme Calvin, Rousseau insiste sur la relation dans la société. Le contrat social, un contrat entre des hommes égaux en droit qui décident ensemble comment la société doit être organisée et régulée. Calvin et Rousseau mettaient tous deux en priorité le bien du plus grand nombre. Hôtel de Ville, la fondation de la Société des Nations. Il est remarquable de constater que Genève fut choisie comme lieu central pour la Société des Nations plutôt que La Haye, où la Cour de justice internationale avait pourtant déjà établi son siège. Ce choix est bien sûr lié à l'histoire de la ville de Genève. Le président américain Wilson, qui initia le projet, avait lui-même des racines calvinistes. Il était conscient du rôle important joué par Genève dans la lutte contre la tyrannie. Le mur des réformateurs. Sur ce monument érigé en 1909, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Calvin, vous ne trouverez étonnamment pas d'inscription de nature théologique. L'attention est portée sur les développements sociaux et politiques initiés par les réformateurs. Au sommet, vous pouvez lire les mots « Post tenebras lux », après les ténèbres, la lumière. Sous ces mots se tiennent les réformateurs qui ont eu une influence politique majeure, Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. La guerre, les convoitises et la destruction n'ont pas le dernier mot. Après les ténèbres vient la lumière. Ce que l'on peut voir sur ce monument, c'est l'impact de Calvin tout au long de l'histoire sur d'autres régions du monde. De part et d'autre du relief en face de vous, vous pouvez lire ce que l'on pourrait désigner comme le Wikileaks du XVIe siècle. C'est une citation d'une lettre diplomatique du gouvernement anglais qui s'inquiète du charisme du réformateur John Knox. L'ambassadeur du gouvernement écrit à son propos « La voix d'un seul homme est capable en heure de mettre plus de vie en nous que le fracas de 500 clairons sonnant sans trêve à nos oreilles. » Le gouvernement anglais craignait l'influence de John Knox qui menaçait l'ordre établi. Le mur des réformateurs. Nous voyons ici un relief qui montre l'impact qu'a eu la réforme aux Pays-Bas. Souvenez-vous de ce qui était enseigné par les calvinistes, par exemple à l'auditoire de Calvin, au sujet de la lutte contre la tyrannie. Aux Pays-Bas, alors gouvernés par l'Espagne, ces enseignements tombèrent dans un terrain fertile et servirent de base pour faire de ce pays une nation indépendante. Vous pouvez voir ici une citation de la Déclaration d'indépendance des Pays-Bas en 1581. « Les sujets ne sont pas créés de Dieu pour l'usage du prince, pour lui être obéissant en tout ce qu'il commande, que la chose soit pie ou impie, juste ou injuste, ou le servir comme esclave. Au contraire, le prince est pour les sujets, sans lesquels il ne peut être prince, afin de gouverner selon le droit et la raison. » Cette citation est un bon exemple des idées anti-tyranniques des calvinistes. La déclaration d'indépendance des Pays-Bas a influencé la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique 2 siècles plus tard. Dans ce cas également, il s'agissait de se libérer d'un monarque étranger, le roi d'Angleterre. On peut donc voir la portée et les conséquences de ce qui fut enseigné à l'auditoire de Calvin. Le mur des réformateurs. Regardons maintenant ce qui se trouve sous le mot « lux » de la phrase « post tenebras lux ». Ici, on peut voir l'histoire des dénommés Pères pèlerins, un groupe d'émigrants calvinistes qui entreprit de traverser l'océan pour trouver la liberté en Amérique, alors qu'ils fuyaient la persécution religieuse dont ils étaient victimes en Angleterre. Antérieurement à cela, la plus grande partie de ces pères pèlerins s'étaient réfugiés aux Pays-Bas entre 1609 et 1620. Cette expérience a eu une forte influence sur leur idéal politique. On voit ici la déclaration des pères pèlerins avant qu'ils ne posent le pied sur le sol américain. Cette déclaration utilise des termes clairement calvinistes tels que le mot « alliance », Covenant en anglais, et corps politique civil, qui fait référence à une organisation politique de citoyens. Pour la première fois était établie une alliance de citoyens qui deviendrait une base importante dans la construction d'une nation. Le mur des réformateurs.
La stabilité politique était très faible dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Cela a conduit à ce que les Anglais appellent la Glorieuse Révolution. Un calviniste des Pays-Bas en vint à siéger sur le trône anglais. Il signa la déclaration citée ici entre l'État et la société qui assurait les droits du sujet, aucune décision sans l'accord du Parlement, aucune taxation sans l'accord du Parlement et une élection libre du Parlement. De même que dans les Pays-Bas au XVIIe siècle, le droit de vote n'était toutefois donné qu'à la classe supérieure. Malgré cela, il s'agit du début du développement par lequel le gouvernement vient des citoyens et non des autorités. Si l'on se penche sur ces événements à Genève, en Écosse, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Angleterre, on peut en conclure qu'ils constituent une victoire importante face à la tyrannie et à la dictature. Le pouvoir n'est plus le point de départ de l'autorité. Celle-ci est désormais une gouvernance au service du peuple qui défend les droits des citoyens. On ne peut bien évidemment pas dire que tout fut alors réglé définitivement et pour toujours. Les droits de l'homme doivent continuer d'être défendus aujourd'hui, encore et toujours, même dans les endroits où ils semblent acquis et valorisés. La réalisation des droits de l'homme est un long chemin. Chapelle de l'Oratoire, rue Tabazan. Nous revenons brièvement à la contribution d'Henri Dunant. C'est de cette église qu'Henri Dunant se fit envoyer du matériel sur le champ de bataille 4 ans avant la fondation de la Croix-Rouge. Ce matériel était nécessaire pour apporter les premiers secours aux victimes de la guerre. Il demanda avant tout des pansements ainsi que du tabac, de manière à ce que les soldats puissent mourir humainement. La plaque sur le mur commémore cette action. Il est particulièrement intéressant de voir que cette action sociale est née de par l'initiative de citoyens. Cette approche est fortement ancrée dans le calvinisme qui prend au sérieux la responsabilité des personnes envers la société. Les gens n'ont pas seulement des devoirs, mais aussi des responsabilités. Dunant a vécu cette approche de manière impressionnante. Collège Calvin. Ce tour de l'histoire stimulante de Genève ne serait pas complet si nous ne mentionnions pas ce qui rendit les droits de l'homme concrètement applicables, l'éducation pour tous. Les réformateurs étaient particulièrement conscients de cela, et en 1559, ils fondèrent cette école. Au XVIe siècle, près de 10% de la population de Genève fut admise dans cette école. L'école n'était pas réservée uniquement à l'élite, mais ouverte à toutes les classes de la société. Les pauvres étaient assistés afin qu'ils puissent participer à l'école. La plus profonde division sociale était ainsi enrayée. Le Collège Calvin a enseigné sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que ce tour vous a encouragé à visiter plus d'endroits en lien avec les droits de l'homme. Et gardez en mémoire la devise de Genève, Post Tenebras Lux.